Bonjour Simon, merci de nous rejoindre pour parler aujourd'hui. À présent, j'aimerais qu'on parle d'une autre notion qui est très connexe à la blockchain, qui est celle de smart contract. Pour rappel, les smart contracts, ce sont des bouts de code qui s'exécutent dans un environnement blockchain et qui ont la capacité, suivant certaines conditions spécifiées, de faire un transfert de monnaie ou un transfert de propriété d'un actif défini dans la blockchain. Et a priori, le smart contract impact, en tout cas vient dans les terrains juridiques. Donc j'aimerais que tu nous parles de ce qui va, dans quoi le smart contract peut éventuellement impacter le métier de juriste. Et est-ce que ce juriste va devoir s'intéresser au code informatique ou pas forcément? Oui, alors effectivement, ça devrait être ma réponse parce que tout à fait, le smart contract, par essence, alors smart contract c'est un terme un petit peu troublant parce que finalement c'est un programme. C'est peut-être un faux ami. Voilà, c'est ça, exactement. On a peut-être tendance trop facilement à associer justement, à cause du nom smart contract, le smart contract à un vrai contrat. Le smart contract peut être plus ou moins qu'un contrat, il peut être une simple instruction dans la blockchain et il peut être un programme en entier, ce que ne peut pas être un contrat écrit. Mais c'est vrai qu'il y a tout un champ de l'application du smart contract qui est très proche en réalité de ce que fait un avocat lorsqu'il rédige un contrat et qui viendra probablement en support, en complément ou même carrément en remplacement des contrats qui existent aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle modalité pour contracter en réalité, à partir du moment où la blockchain sera devenue alors le Bitcoin, Ethereum, ce que vous voulez, où la pratique dans la vie de tous les jours intégrera cette brique technologique un peu nouvelle aujourd'hui. On peut imaginer effectivement des gens qui contractent exclusivement sur la blockchain, qui décident de définir les modalités de leur contrat uniquement en langage informatique, qui l'envoient en transaction sur la blockchain et que ça s'exécute donc de façon décentralisée avec toutes les caractéristiques de la blockchain. Publicité, immutabilité, etc. Relative. Mais dans le rôle de l'avocat là-dedans, ou de juriste, ça va être effectivement de comprendre, première chose, ce que c'est la blockchain et ce que c'est un smart contract. Et l'essentiel, enfin, ce qui va être obligatoire, ça va être de pouvoir lire le code en réalité. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel degré les avocats ou les juristes vont devenir codeurs, ils vont peut-être travailler avec des codeurs pour la mise en place des développeurs, pour la mise en place de ces smart contracts, mais par contre il va falloir qu'ils les comprennent et que la logique juridique qui aujourd'hui n'est pas toujours très algorithmique le devienne, c'est-à-dire qu'on puisse décomposer les contrats, en tout cas la plupart des modalités des contrats, en instructions mathématiques simples. C'est une grosse révolution pour les avocats et pour les juristes puisque c'est pas forcément la méthode de travail aujourd'hui. Un contrat aujourd'hui c'est très verbeux, il y a beaucoup de clauses différentes. Tout ça peut souvent se synthétiser par des instructions assez claires. Mais là vous allez avoir une opposition entre le code informatique qui est précis, clair, etc. mais qui ne souffre pas d'approximation et le langage contractuel qui en général laisse une certaine marge d'interprétation. Et donc ça va être intéressant de voir comment ça va se goupiller, entre guillemets. Est-ce qu'on va réussir à intégrer toute la complexité du droit des contrats, qui est quand même très importante, dans des instructions aussi simples que les instructions qu'on peut faire de façon programmable. Oui, effectivement, il est probable qu'un smart contract ne vienne représenter qu'un bout. Oui, exactement. C'est-à-dire par exemple l'exécution du paiement. Une fois que les conditions sont remplies, le smart contract exécute le paiement. Ça peut tout à fait s'envisager. Mais effectivement, certaines clauses vont être difficilement transposables. D'accord. Alors sur ce sujet, il y a une initiative américaine du MIT Lab qui s'appelle Common Accord et qui a vocation justement à créer un pont entre les contrats habituels et les blockchains. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu si tu as une opinion dessus? Oui, alors je ne suis pas membre du projet, je suis un peu le projet de loin, j'ai été un peu voir sur le Slack qu'ils ont ouvert, les échanges qu'ils peuvent avoir là-dessus. C'est un projet en fait en plusieurs phases. La première phase de leur projet qui n'est pas achevée, c'est justement une phase de traduction.
c'est-à-dire regarder les contrats qui existent et les transformer en code. Ça va être a priori le gros du travail. Donc les transformer en algorithmes qui puissent ensuite être codés dans le langage qu'on souhaite, Solidity pour Ethereum ou n'importe quel autre, JavaScript, ce que vous voulez. Mais avant de pouvoir rentrer dans le dur de la programmation, il faut d'abord transformer les termes juridiques en termes mathématiques, en réalité. Et ça, c'est un très gros travail qu'ils ont commencé. Ça avance petit à petit. Je ne sais pas du tout si c'est une grosse équipe. Je ne connais pas très bien le projet, mais c'est une initiative très intéressante et qui sera a priori essentielle pour passer justement à la phase d'implémentation, donc la mise en œuvre de ces contrats sur la blockchain. Oui, effectivement, c'est un projet à suivre parce que vraiment, on est en train de digitaliser le métier du juridique et c'est peut-être une question de temps. Pour finir sur les smart contracts, j'aimerais échanger avec toi sur un adage qui vient d'ailleurs d'un avocat, Laurence Lessig, qui dit que code is law. Donc dans l'univers de la blockchain et des smart contracts, on affirme que le code, c'est la loi. Et donc ça suggère qu'il n'y a pas forcément d'intervention humaine. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton opinion et sur le réalisme de code is law? Alors, oui. Mon opinion, c'est que ce n'est pas très réaliste. Donc, c'est-à-dire que c'est un principe qui est intéressant. C'est une idéologie qui peut s'envisager. C'est-à-dire que dans certains types de relations, on coderait le fonctionnement et on serait obligé de se référer à ce code parce qu'on aurait, de façon complètement éclairée, tout compris au code et on abandonnerait en fait notre libre arbitre en disant ben voilà, j'ai transformé toute ma volonté dans ce code, donc ce code représente 100% de ce que je veux, donc effectivement je ne peux plus revenir dessus puisque je le valide à 100% et quelles que soient les conséquences de ce qui est écrit, voilà, j'ai donné mon accord. Ça suppose d'une part qu'une personne soit capable d'exprimer sa volonté de façon parfaite, ce qui n'est pas évident. C'est pour ça que les juges existent, c'est pour ça que les avocats aussi sont là pour aider à exprimer la volonté, parce que parfois une personne va croire qu'elle veut quelque chose et en réalité en discutant on va découvrir qu'il y avait d'autres conditions qui n'étaient pas exprimées mais qui étaient en fait sous-jacentes, évidentes pour la personne mais pas forcément pour la personne en face. Donc ça c'est le premier problème, pouvoir exprimer sa volonté de façon parfaite, et le deuxième problème c'est pouvoir comprendre le code de façon parfaite et être sûr qu'il va s'exécuter exactement comme il a été codé. Ça, c'est deux problèmes qui, à mon avis, rendent complètement illusoire cette idée de code is law, puisque il faut absolument réunir ces deux conditions qui sont complètement inatteignables en réalité. Vous allez toujours avoir des bugs dans le code, vous allez toujours avoir des choses qui ne vont pas se passer exactement comme elles étaient prévues dans la tête du codeur au moment où il a écrit son code. Et vous allez toujours avoir des changements dans les comportements des parties, dans un contrat, des nuances particulières qui seront quasiment impossibles en réalité de mettre en code. On peut imaginer que code is law puisse être applicable sur des choses très simples, sur des transactions, par exemple une transaction de pari, vous pariez qu'un tel va gagner, qu'un tel va perdre, bon voilà, là la volonté a priori est très claire, le montant que vous misez est très clair, voilà, bon. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, c'est autant le cas avec un contrat classique, parce que vous avez aussi exprimé votre volonté de façon claire. Vous n'avez pas besoin d'un tribunal pour juger de la validité d'un pari. Donc finalement, code is law dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si on met en œuvre des smart contracts, oui, le code va en fait appliquer sa loi telle qu'il aura été codé. Mais ça ne veut pas dire qu'après ou avant, on n'aura pas besoin d'un avocat, d'un juge pour tirer les conséquences juridiques de ce qui s'est passé et le faire dans le monde réel, entre guillemets, puisque tout ce qui va se passer sur la blockchain va avoir une influence sur le patrimoine des personnes, les relations contractuelles, etc. D'accord. Alors, une autre façon aussi de comprendre code is law, c'est de dire que c'est un territoire, un bout de cyberespace, où les règles du jeu sont que le code et entre guillemets, il n'y a pas la loi civile.
Est-ce que tu peux rappeler à notre auditoire si c'est quelque chose de réaliste ou pas? Oui, alors non, dans le sens où il n'y a pas de sphère sans droit en réalité. Quand vous êtes citoyen d'un pays, vous êtes soumis à sa loi. Et donc, quel que soit l'endroit où vous réalisez vos transactions, que ce soit sur papier, sur la blockchain, ce que vous voulez, vous êtes une personne sujet de droit, et donc vos relations contractuelles, d'obligations, etc., sont couvertes par le droit. Alors ce sera soit le droit de votre pays, soit le droit du pays de la personne en face de vous, soit le droit d'une tierce partie qui est dans la transaction et qui, et pour une raison ou pour une autre, c'est son droit qui va s'appliquer parce que, en réalité, des règles très précises ont été définies ça s'appelle le droit international privé, pour déterminer le pays qui va pouvoir appliquer sa juridiction à une transaction commerciale quand il y a plusieurs pays impliqués. Alors c'est sûr que sur la blockchain c'est un peu plus compliqué puisqu'on est sur des transactions pseudonymes, on ne peut pas forcément déterminer qui en face, dans quel pays la personne en face se trouve, ni qui elle est en fait, donc pour assigner quelqu'un au tribunal, etc. c'est un peu compliqué. Mais si vous avez des conséquences juridiques sur une blockchain, vous pouvez toujours faire appel à votre système juridique. Voilà, vous êtes en France, vous pouvez faire appel à un tribunal français si quelqu'un vous a lésé, si vous avez eu un problème avec... Donc il n'y a pas réellement d'espace sans droit, même si on passe par un système qui est difficilement localisable. Hein. C'est sûr que la blockchain, on ne peut pas dire qu'elle est dans quel pays. Les transactions, elles sont entre individus qui sont dans des pays ou des entreprises qui sont enregistrés dans des pays en particulier. Et c'est a priori ces droits-là qui vont s'appliquer. Toujours au sujet des smart contracts, la question que je me pose, c'est est-ce que ça peut amener une nouvelle forme de cybercriminalité? Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, il y avait un appel au meurtre par smart contract, un smart contract qui vérifierait dans des registres de décès et qui pourrait déclencher un paiement cybercriminel? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence aujourd'hui? Alors c'est difficile d'anticiper les conséquences exactes. A priori, les conséquences pénales ne vont pas être différentes, c'est-à-dire que la personne qui a lancé le smart contract va pouvoir être poursuivie pour un appel au meurtre, etc. La personne qui aura exécuté la personne sera a priori poursuivie pour meurtre, donc ça ne va pas changer parce que ça passe par un smart contract. Simplement, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une responsabilité de la technologie utilisée pour mettre en place ce smart contract? Je ne pense pas, dans le sens où c'est un outil. Donc après, on en fait ce qu'on veut. C'est sûr que ce n'est pas forcément l'utilisation auquel pensaient probablement, ou en tout cas espéraient les créateurs des smart contracts. Mais à partir du moment où vous laissez une liberté, vous ne pouvez pas empêcher que les gens s'en servent à des fins criminelles, tout comme le bitcoin peut être utilisé pour acheter de la drogue et pour faire des relations commerciales normales. Vous pouvez utiliser, c'est pareil pour le liquide, vous pouvez utiliser le smart contract pour faire des choses légales et des choses illégales. C'est vrai que la question se pose de façon un peu plus prégnante dans la blockchain puisque vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc si ce contrat est lancé et que quelqu'un met, je ne sais pas, 10 000 Ethers dans un smart contract Ethereum pour dire si vous exécutez la personne, les 10 000 Ethers vont être versés à vous. Le problème de ça, pour la personne qui met en place le contrat, c'est que les transactions sont traçables. Donc on va savoir quel est le compte qui a envoyé la transaction pour demander l'exécution. Donc ça, c'est déjà un problème si on arrive un jour à faire le lien entre le compte et la personne, ce qui n'est pas totalement impossible, loin de là. Et surtout, la personne qui va exécuter, ça va être exactement le même problème. Elle va recevoir son paiement sur un compte qu'elle va a priori devoir publier à un moment donné. Donc finalement, est-ce que c'est réaliste? Bon outil, voilà. Est-ce que c'est réaliste de passer par une blockchain pour faire ce genre de choses? Je pense que ça existe déjà, les contrats de tueur à gage, ça existe. Je ne pense pas que les criminels vont passer par une blockchain pour mettre ça en place. Ce n'est pas forcément quelque chose qui leur sera utile. Effectivement, c'est intéressant de noter que le système de traçabilité de la blockchain fait que ce n'est pas un bon outil oui, exactement. Que pour les criminels, contrairement à ce qu'on raconte de temps en temps. Mais d'ailleurs, ça a été un bon exemple au moment de la chute de Silk Road, où finalement, en retrouvant le compte Bitcoin du créateur, on a pu
retrouver un nombre de personnes impliquées dans l'affaire de façon très simple, en retraçant simplement les transactions sur la blockchain, puisque beaucoup de comptes Bitcoin sont liés en réalité à une identité par l'intermédiaire d'échanges, puisque vous êtes obligé de fournir votre identité pour acheter des Bitcoins. Donc tout ça, finalement, le fait de passer par un registre distribué comme le Bitcoin ou l'Ether, en fait, c'est plutôt négatif pour la criminalité, puisque à partir du moment où un échelon tombe, ou une personne identifiée, vous pouvez le lier directement à toute une série de comptes, et finalement, ça aide l'enquête. Que vous ne pouvez pas faire avec du cash qui, a priori, disparaît. Il n'y a pas de trace de la transaction. À présent, j'aimerais qu'on parle de l'impact du Bitcoin et de la blockchain sur les aspects sociétaux, voire même politiques. Alors, je vais parler plutôt du protocole Bitcoin. Donc, pour beaucoup d'experts, c'est considéré comme une forme de constitution numérique. Et la question que je te pose, c'est est-ce que ce protocole peut être vu comme une forme d'État décentralisé, dans la mesure où ce protocole contrôle l'ensemble des transactions? Alors un État, c'est peut-être une expression un peu forte, mais en tout cas, effectivement, on est sur un corpus de règles qui sont délimitées par le protocole et qui sont choisies par le consensus un peu de la communauté Bitcoin et qui évolue en fonction de l'évolution de ce consensus, c'est-à-dire on rajoute des fonctions, on rajoute des choses au fur et à mesure en fonction d'une sorte de consensus qui est un petit peu difficile à suivre. Hein. C'est un gros problème pour les observateurs extérieurs d'essayer de comprendre comment fonctionne ce qu'on appelle la gouvernance du Bitcoin ou de n'importe quelle autre crypto-monnaie, puisqu'on a du mal à identifier les acteurs et leur rôle exact. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'une constitution? C'est un peu en lien avec Code Islo en réalité, parce que si vous considérez que les transactions que vous avez sur la blockchain sont en dehors du monde réel et qu'elles obéissent à leurs propres règles, effectivement, on peut considérer que les règles du Bitcoin, c'est une sorte de constitution, de cette espèce d'endroit en dehors du cercle de sphère juridique classique, exactement. Et donc, dans ce contexte-là, sur lequel je ne suis pas entièrement d'accord, mais dans ce contexte-là, on pourrait considérer effectivement que c'est une forme de constitution de cette sphère. Maintenant, on retrouve les limites qui sont vous n'allez pas pouvoir les appliquer en réalité de façon complètement libre, puisque vous êtes toujours dans le monde juridique classique. Simplement, ça reste une expérience assez intéressante, puisqu'on a des règles qui sont définies uniquement par un protocole. C'est la première fois qu'on a un outil comme ça, un bien matériel qui est utilisé par autant de gens, dont les règles ne sont pas définies par un organe central, une personne en particulier, un régulateur, etc. D'accord. Alors on l'a bien compris, si on ne peut pas parler d'État, est-ce que c'est quand même pas une nouvelle forme de gouvernance, une forme de compétition ouverte entre les différents membres pour justement créer, est-ce qu'on n'a pas inventé une nouvelle façon de décentraliser un système de règles au sein de la société? Oui, ça c'est sûr. Le Bitcoin, c'est a priori la première expérience de cette ampleur dans laquelle on se retrouve avec un système qui ne peut évoluer que par une forme de consensus d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas identifiées précisément. Donc on a une gouvernance qui rassemble les mineurs, les utilisateurs, les développeurs, etc. Donc tous les participants à cet écosystème Bitcoin ou blockchain de façon générale, c'est la même chose sur Ethereum, avec différents acteurs, puisque ça c'est pas structuré exactement de la même façon. Mais c'est finalement un système qui effectivement fonctionne de façon décentralisée, mais qui par contre, à mon avis, manque un tout petit peu de clarté, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui dire clairement comment sont définies les règles. Alors du coup, ça donne lieu à
beaucoup de rumeurs sur l'influence des mineurs chinois, la façon dont certains acteurs économiques, est-ce que Coinbase a une influence déterminante ou pas, voilà, donc avec des réunions un peu secrètes publiques, mais bon. Ça c'est un peu le défaut un peu de ce mode de fonctionnement, ce qui fait que du coup ça avance doucement par itération assez petite. Mais c'est vrai que c'est une expérience vraiment passionnante à ce niveau-là, puisque c'est quelque chose de complètement nouveau, où finalement, si on se retrouvait, parce qu'on parle de l'influence des mineurs chinois, mais si on se retrouvait par exemple avec ces mineurs qui prennent une décision qui serait complètement rejetée par l'ensemble du reste de la communauté, en réalité, ils ne pourraient pas la mettre en œuvre. Parce qu'ils ont besoin aussi des utilisateurs, ils ont besoin des échanges, etc. etc. Donc vous avez ces interdépendances entre les différents acteurs qui se sont faites naturellement, en fait, avec les lois économiques, avec les lois politiques, etc., de façon informelle, et qui permettent à une forme de gouvernance décentralisée de fonctionner petit à petit. Effectivement. Effectivement, on a peut-être inventé un système où on peut se faire confiance sans avoir besoin de policiers, voire même de faire la guerre. C'est ça, et ça c'est l'intérêt aussi financier qui permet ça, parce que tout le monde a intérêt à ce que ça continue, des gens ont des fortunes en Bitcoin, donc il y a cet aspect purement monétaire actif qui force, entre guillemets, la communauté à rester, à trouver le consensus en fait, à trouver le consensus pour continuer à faire évoluer Bitcoin. Alors malheureusement, notre interview touche à sa fin. Pour conclure, j'aimerais que tu nous parles de la façon dont on pourrait envisager dans le futur une surveillance globale d'un système distribué complètement nouveau, qui est ouvert, que représente le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Alors, oui, c'est un sujet intéressant parce que justement, c'est a priori l'opinion de la Banque mondiale qui a publié un rapport là au mois d'août, donc très récemment, sur la façon dont le Bitcoin et les blockchains de façon générale peuvent rentrer dans le système de régulation existant. Et donc qui propose une sorte de mise en place d'organes de surveillance, d'organes de contrôle autour de ces crypto-monnaies pour valider en fait qu'elles fonctionnent bien comme elles le prétendent et donc permettre de les utiliser dans les relations de tous les jours, etc. Donc c'est quelque chose qui est un sujet d'actualité, qui crispe un peu évidemment les bitcoiners de la première heure, un peu libertariens, etc. Mais c'est quelque chose qui est un peu l'évolution normale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a cette nouvelle technologie qui intéresse tout le monde, donc maintenant les gens veulent l'utiliser. Pour l'utiliser, il faut que ça rentre un tout petit peu dans les cadres juridiques qui existent pour que tout le monde soit rassuré sur les façons dont ça peut fonctionner. Donc il y a des initiatives aujourd'hui sur la façon dont on peut faire rentrer le Bitcoin, l'Ether, ce que vous voulez, dans le système monétaire notamment existant. Et là-dessus, le fonctionnement même de la blockchain en fait permet très facilement de suivre les transactions. Enfin, c'est le principe de la blockchain, d'avoir des transactions publiques et vérifiables, etc. Donc en réalité, même pour les banques centrales, etc., c'est un outil de contrôle qui pour elles est extrêmement intéressant, puisque ça permet de suivre exactement où est l'argent à n'importe quel moment, ce qui est complètement impossible aujourd'hui dans le système monétaire. Je ne sais même pas si la Banque centrale sait combien d'euros sont en circulation aujourd'hui, parce que c'est une telle complexité avec les banques qui émettent des prêts, etc. Là, le Bitcoin, c'est quelque chose de clair, de précis, avec un protocole. On peut suivre en temps réel combien il y a de Bitcoin dans le monde, etc., où ils sont. Donc, c'est un intérêt, et ça va a priori arriver. Cette forme il y aura des organes de régulation qui vont s'intéresser et définir des règles autour de ces crypto-monnaies. Très bien. Alors sur cet aspect, je pense qu'on peut te rassurer, puisqu'effectivement les mécanismes de blockchain vont faciliter l'audit par les organes de régulation. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le futur de la régulation
du Bitcoin et plus généralement des registres distribués ouverts? Oui, moi je suis assez optimiste sur l'avenir. Je pense que là il y a vraiment un changement de paradigme, entre guillemets. Le Bitcoin qui était considéré comme une espèce de financement, d'instrument de financement du terrorisme et d'achat de drogue, etc. Avec cette nouvelle, ce nouveau terme blockchain, en fait, revient par des voies détournées, avec d'autres registres distribués de la même logique. Mais du coup, les régulateurs s'y intéressent vraiment de façon précise, comprennent probablement un peu mieux la technologie, parce que c'est une technologie qui est vraiment très complexe et qui, à l'origine, on peut très bien s'arrêter à la surface, c'est-à-dire à l'échange de crypto-monnaies, et pas voir derrière tout l'aspect technologique qui est très intéressant. Mais aujourd'hui, je pense que les régulateurs dans le monde sont conscients de cet intérêt technologique important et sont en train de travailler, s'ils ne sont pas en train de le faire maintenant, ils vont le faire très rapidement, sur la façon d'intégrer toutes ces nouveautés technologiques dans le système existant. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Il va falloir surveiller tout ça parce qu'il va y avoir des initiatives un peu dans tous les sens, évidemment, en fonction des États. Et c'est aussi l'intérêt de la communauté, a priori, existante qui est dans les crypto-monnaies aujourd'hui, de suivre et de proposer des cadres pour en fait faciliter l'utilisation de toutes ces technologies dans la vie de tous les jours, pour tout le monde, pour les particuliers, pour les entreprises qui ont un intérêt énorme aux registres distribués, pas seulement pour les applications monétaires, mais pour des cas d'usage très très variés, et pour les États, pour qui ça peut être une façon de fluidifier les relations avec les citoyens et de mettre beaucoup plus de transparence. C'est assez en vogue aujourd'hui avec tout ce qui est open data, etc. Donc finalement, ça s'inscrit tout à fait dans cette logique. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir beaucoup de littérature sur le sujet dans les prochaines années. Ça va être des choses très intéressantes. Et je conseille vraiment à toutes les personnes intéressées par les crypto-monnaies de suivre un peu ça au moins de loin et de s'intéresser aux changements qui vont arriver là, très bientôt. Parfait. En tout cas, merci pour ton intervention et à très bientôt. Merci.